faut lever. Please be seated. Yes, Mr. Elderking, welcome to the courtroom. You have the floor for your submission. Thank you, Mr. President. Your Honours. Monsieur Elderkin, oui, merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Je parlerai de meurtre opportuniste dans cette partie de notre réquisitoire. Et je parlerai de meurtres ciblés prévisibles qui sont reprochés à l'accusé au paragraphe 22 et 23.1 de l'acte d'accusation. Aujourd'hui, il s'agira avant tout pour moi de parler de la responsabilité de Tolimir de ces meurtres parce qu'ils ont constitué des conséquences naturelles et prévisibles de l'entreprise criminelle commune visant à transférer de force et à expulser la population musulmane de Srebrenica et de Jepa, autrement dit, de ce qu'on a appelé les crimes au titre de la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune. Toutefois, Tolimir se voit reprocher toutes les formes de responsabilité pour ces crimes au titre de l'article 7.1 sous les chefs 1, 3, 4, 5 et 6 de l'acte d'accusation. Et comme cela est expliqué en détail dans notre mémoire en clôture, les éléments de preuve démontrant la participation de Tolimir et de ses subordonnés du secteur de la sécurité et du renseignement à la capture, la détention et la disparition des chefs de file de Jepa et d'Abdo Palic en particulier sont d'une très grande force et ils devraient être déclarés coupables de ces meurtres, non seulement parce qu'il s'est agi de conséquences prévisibles de l'expulsion ou plutôt du transfert forcé, ce que je l'interprète, mais parce que c'est Tolimir qui a autorisé, qui a approuvé la commission de ces crimes, et aussi parce qu'il a manqué à protéger ces hommes qui ont été capturés par lui et par ses subordonnés. Alors, en parlant tout d'abord des meurtres opportunistes liés à Srebrenica, je ne vais pas répéter tous les éléments de preuve démontrant que ces meurtres ont eu lieu, puisque cela figure dans notre mémoire en clôture. Mais je ferai quelques observations au sujet de ces incidents. Premièrement, le paragraphe 22.1a qui concerne le meurtre de 9 musulmans qui ont été, dont les corps ont été trouvés par les soldats du bataillon néerlandais à proximité de la Maison Blanche de Potocari, derrière cette Maison Blanche. Il en est question au paragraphe 381 du mémoire en clôture de l'accusation. Les témoins oculaires néerlandais ont identifié ces victimes qui ont été trouvées alignées près du cours d'eau et ils portaient leur corps, portaient des blessures par balle dans le dos. Ils les ont identifiés en tant que musulmans de Bosnie. En 2006 et 2007, des restes humains ont été exhumés d'une prairie où des corps avaient été trouvés, vus, et ces restes ont été identifiés comme appartenant à des musulmans de Bosnie, portés disparus, surtout de Potocari ou des endroits se situant à proximité. Ces éléments de preuve se trouvent à la pièce à conviction P 167 et page 348 à 351 de cette pièce dans le prétoire électronique. Les victimes, eh bien, on peut établir un recoupement pour ce qui est des victimes avec la liste de personnes portées disparues et décédées après la prise de l'enclave de Srebrenica. Je vous renvoie à la pièce P 1777. Deuxièmement, le sous-paragraphe 22.2 de l'acte d'accusation où Monsieur Tolimir se voit reprocher des meurtres opportunistes qui se sont produits à Bratunac et dans les parages lorsque des musulmans capturés de Srebrenica ont été emmenés là-bas pour être placés en détention temporaire avant d'être déplacés vers la zone de Zvornik. Des éléments de preuve
relative à ces meurtres figure au paragraphe 383 à 396 du mémoire de l'accusation. Et en particulier, nous y avons la preuve. Nous avons au moins une déposition d'un témoin serbe de Bosnie, PW 64, étayant cela, ainsi que les dépositions des survivants musulmans, donc qui étayent les éléments sur les meurtres de Bratunac. Ces meurtres se sont produits, bien sûr, pendant la période où Tolimir, où l'adjoint de Tolimir, chef de sécurité de l'état-major, le colonel Beara, était à Bratunac. Il était très pris, il était très occupé à faire en sorte que ces musulmans soient transportés au nord vers les lieux d'exécution en masse. Pour ce qui est du reste des meurtres opportunistes qui sont reprochés à l'acte d'accusation, les éléments de preuve sont abordés, plutôt ce que j'interprète, à différents endroits de notre mémoire en clôture, sauf que les meurtres de l'école de Petkövci sont décrits au paragraphe 650, 651 et 656 de notre mémoire. Dans leur ensemble, les meurtres opportunistes se sont produits dans les jours qui ont suivi la prise de l'enclave de Srebrenica par la VRS, la raison pour laquelle ils sont reprochés en tant que crimes prévisibles dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, à la différence de milliers d'autres meurtres de musulmans qui se sont produits après l'attaque de Srebrenica, et qu'ils n'ont pas été aussi organisés et aussi massifs. Ils n'ont pas fait partie d'une opération aussi complexe, supervisée en particulier par Beara et d'autres officiers subordonnés à Tolimir faisant partie de la sécurité du renseignement. Plutôt, il s'agit d'un meurtre comme celui qui s'est produit au centre de Srebrenica. Vous vous rappellerez la vidéo où l'on voit le corps d'un homme gisant dans une flaque de sang. Cela correspond à la déposition de Dražen Erdemović. Il a dit qu'il a vu un de ses collègues du 10e détachement de sabotage trancher la gorge d'un homme près de la mosquée centrale. Pièce P 2799, page 43 du prétoire électronique. Si les meurtres opportunistes n'étaient pas organisés et dirigés avec la même attention que les autres meurtres massifs, dans le cadre de cette opération meurtrière, vous pourriez vous demander comment est-ce qu'on pourrait les reprocher à Tolimir. Bien entendu, c'est la question qui est soulevée par le mémoire en clôture de Tolimir, où il dit que la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune reviendrait tout simplement à condamner tout le monde. Bien entendu, l'entreprise criminelle commune, comme forme de responsabilité, ne revient pas du tout à tout simplement condamner tout le monde. Mais il m'appartient peut-être de rappeler aujourd'hui quel est l'élément permettant de déclarer coupable un membre de l'entreprise criminelle commune de crimes qui vont au-delà des objectifs partagés par tous les membres de l'entreprise? Tout simplement, ce qui est demandé, c'est que le membre de l'entreprise criminelle commune doit être déclaré coupable de ce type de crime lorsqu'il a décidé de prendre part à une activité criminelle grave en sachant que ses camarades risquent de commettre des crimes supplémentaires dans le cadre de l'exécution de l'entreprise criminelle commune. Si Tolimir a pris ce risque en connaissance de cause, comme il l'a fait sans aucun doute, eh bien, cela doit être démontré par sa participation continue à l'expulsion, au transfert de force dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Eh bien, si cela a été démontré, il doit être déclaré coupable de ces crimes supplémentaires. Les crimes de la catégorie 3 de l'entreprise criminelle commune doivent constituer des conséquences naturelles et prévisibles de l'exécution de l'entreprise criminelle commune, et je nous renvoie à l'arrêt de la Chambre d'appel. La possibilité qu'un crime soit commis doit être suffisamment substantielle
est prévisible. Je vous ai renvoyé à la décision de l'affaire Karadzic du 25 juin 2009. Donc, quel est le seuil? Le seuil est de savoir si l'accusé pouvait prévoir que ces crimes étaient non pas probables, mais au moins possibles. Donc, si nous appliquons cette analyse à l'espèce, quels sont les éléments de preuve de l'espèce? Il nous montre que Tolimir et bien entendu tous les autres se situant à ce niveau-là, au niveau où il recevait toutes les informations, eh bien, qu'ils étaient en mesure de prévoir la possibilité de ces crimes meurtriers. Comme cela a été entendu tout au long de cette affaire, des actes de violence en représailles entre les parties belligérantes se sont produits à Srebrenica depuis 1992. Qui plus est, des actes de violence contre les musulmans étaient de toute évidence prévisibles en tant que partie intégrante de la politique de nettoyage ethnique des terres devant appartenir aux Serbes de Bosnie, y compris la vallée de la Drina. Donc cela a été tout à fait prévisible à la lumière de l'histoire brutale de la guerre. On ne peut pas avancer que Tolimir ne savait pas quelle était la chronologie de la haine, la politique de nettoyage ethnique qui existait avant juillet 1995. Qui plus est, les éléments de preuve démontrent que Tolimir était au courant de ces actes de violence meurtrière qui allaient de pair avec les opérations de nettoyage ethnique. Et je vais maintenant parler de meurtre opportuniste de Srebrenica, de JEPA, de dirigeants militaires et politiques, d'Amir Imamovic, Avdo Palic, et de ces hommes qui ont été capturés par la VRS pendant que Tolimir a supervisé les étapes finales du transfert forcé de la population civile de JEPA en juillet 1995. Le président, je pense que comme les orateurs qui vous ont précédé, vous devriez ralentir pour les interprètes et pour la sténotypiste. Poursuivez. Been with Tolimir in the center of JEPA on the 25th of July, 1995. Alors, pour insister sur la façon dont Tolimir a véritablement participé à cette opération de retrait contrainte, l'officier de la Fort Pronu, Tom Dim, nous indique qu'il a vu Tolimir appréhender, ou faire en sorte que Mehmed Aric soit appréhendé alors que les derniers bus quittaient Boskanica le 27 juillet 1995, paragraphe 457 du mémoire de clôture de l'accusation. Entre-temps, Avdo Palic avait accompagné Tolimir alors qu'il dirigeait les convois des musulmans qui les chassés de leur maison pour les emmener vers la ligne de confrontation à Kladagne. Palic a été vu avec Tolimir au centre de JEPA le 25 juillet 1995. Voici une image qui est extraite du recueil de clichés. On voit Tolimir serrer la main de Palic dans la ville de JEPA ce même jour. Pièce P 2799, page 163 du système court. Et en fait, c'est la dernière image que nous avons de Palic en vie. Il est en train de serrer la main d'un homme qui pouvait disposer de sa vie ou de sa mort. Pour ce qui est de la responsabilité dans le sort de Palic, notamment, il n'est pas exagéré de dire que Tolimir a pratiquement enchaîné lui-même Palic. Peu de temps après que Palic a été détenu, Tolimir a envoyé des rapports compte tenu des informations qu'il avait obtenues de Palic. Par la suite, Palic, que la VRS avait considéré comme un criminel de guerre du fait de sa participation au début de la guerre à une attaque contre un convoi de la JNA, qui se dirigeait vers le mont de Zvlore. Bon, Palic, manifestement, n'a jamais pu espérer bénéficier d'un traitement juste, humain, ou n'avait pas le moindre espoir de revoir sa femme et ses filles. Et d'ailleurs, les derniers moments de la vie d'Avdo Palic avec sa famille ont été relatés de façon particulièrement émouvante à la chambre de première instance lorsque Esma Palic elle-même est venue témoigner. Avdo Palic a par la suite été emprisonné à Rogatica.
dans l'appartement de Zoran Tcharkic, qui était officier de sécurité de la brigade, et Tcharkic lui-même a consulté Behara. Et à la mi-août, Palic fut déplacé à la faveur de la pénombre de la nuit, dans le plus grand secret, vers la prison militaire de Vaneko Mlin à Bielina, avant d'être une nouvelle fois de plus déplacé, une fois de plus pendant la nuit, dans le plus grand secret au début du mois de septembre 95, et ce par Dragomir Pechanac, qui était officier chargé du renseignement pour l'état-major principal, et là, il a été envoyé vers une destination inconnue. Et ce n'est qu'après que les gardes du corps de Bosnie orientale qui se trouvaient dans cette prison secrète ont appelé l'officier de permanence de la VRS et ont reçu la confirmation que Pechanac agissait bien au nom du secteur chargé du renseignement et de la sécurité pour l'état-major principal. Donc, vous souviendrez de la façon dont Pechanac a relaté comment il avait remis Palic dans un parking à Antpiesak en pleine nuit et qu'il l'avait confié à Jovo Maric, général des forces aériennes, qui d'ailleurs, d'après ce qu'a relaté Pechanac, est décédé peu de temps après la guerre. Pendant toutes ces semaines de détention par l'administration de la sécurité de la VRS, on ne retrouve jamais le nom de Palic. Il n'est jamais fait référence à Palic par son nom, mais par son nom de code, Atlantide. Ce nom apparaît pour la première fois le 30 juillet 1995 dans un document envoyé par Tcharkic sur autorisation de Tolimir, document dans lequel il est indiqué comment Atlantide est détenu de façon sûre dans un endroit éloigné des autres détenus musulmans de Gepa, document P1434. Donc tous ces éléments de preuve soulignent une conclusion qui est absolument minimaliste, mais qui peut être tiré, à savoir que Tolimir pouvait prévoir la possibilité que Palic allait être tué. Tolimir, le général Tolimir, était au courant de l'incarcération de Palic. Il savait qu'il avait été incarcéré par des hommes placés sous son commandement, et ce, quelques jours seulement avant l'exécution de la plus grande opération meurtrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Étant donné que Tolimir a commandé et supervisé ceux qui ont capturé, détenu et fait disparaître Palic, il apparaît quasiment banal de le dire, mais il est absolument indubitable que Tolimir pouvait prévoir et a prévu que Palic ne pouvait pas et ne resterait pas vivant. Au vu des éléments de preuve, toutefois, la Chambre de première instance ne devrait pas seulement condamner Tolimir pour les meurtres des dirigeants de Gepa au vu de sa responsabilité dans l'entreprise criminelle commune numéro 3, mais devrait également se fonder sur ses actes, agissements et omissions tels qu'ils ont été relatés ici, ainsi que dans le mémoire de clôture de l'accusation, conformément aux autres modes de responsabilité au titre de l'article 7.1. Si nous faisons abstraction de ces autres modes de responsabilité, je souhaiterais indiquer que Tolimir pouvait tout à fait entrevoir le sort néfaste qui allait être celui non seulement de Palic, mais également de Ajric et de Imamovic. J'aimerais vous demander de vous souvenir des mots prononcés par le général Mladic que nous avons pu voir et que nous voyons maintenant, alors que des bus transportent la population musulmane de Gepa. Vous vous souviendrez peut-être que Mladic dit à un des groupes, et d'ailleurs ces propos visent plutôt ou s'adressent plutôt à la caméra qu'aux pauvres musulmans qui étaient chassés de leur foyer, mais vous vous souviendrez peut-être que Mladic dit à un de ces groupes:
Plus de clémence. Je vous offre votre vie comme cadeau. Pièce P 2798, numéro RN V000 9017, arrêt sur image 5408. Les dirigeants de l'état-major de la VRS, notamment le général Mladic, bien entendu, mais également le général Tolémir, étaient responsables de toutes les décisions concernant le sort de la population de Gépa. Notamment, ils avaient le pouvoir, ils pouvaient décider de la vie et de la mort des musulmans qui leur sont passés entre les mains. Le général Tolémir, au vu de ce qu'il avait fait pour échanger les prisonniers pendant la guerre, était informé de tous les événements militaires importants. Il était informé, par exemple, de l'opération de Gépa, et il savait, par exemple, que les musulmans de Gépa, notamment les dirigeants musulmans de Gépa, couraient un danger très très grave au cas où ils seraient détenus par les militaires et placés en détention militaire pendant cette opération d'expulsion forcée. Pour Airić, Imamović et Palić, il faut savoir qu'ils n'ont pas été épargnés. Leur vie ne leur a pas été offerte comme cadeau. Ils ont plutôt été capturés, détenus et assassinés brutalement, tués brutalement, avant que leurs dépouilles ne soient jetées dans une fosse éloignée à Vragolovi, où leurs restes ont été récupérés seulement de nombreuses années après. J'ai fait référence au fait que Airić, Imamović et Palić n'ont pas été les seuls musulmans de Gépa détenus par la VRS sous la supervision de Tolémir et de ses subordonnés. Plus de 40 autres hommes, notamment Hamdi Atorlak, un autre membre des dirigeants de Gépa, ont été placés en détention et détenus à Rogatica, et ce au même endroit que Airić et Imamović. Tous ces hommes ont été chassés de Gépa avec le reste de la population en juillet 1995. Mais ils ont quitté cette détention organisée par la VRS dans le cadre d'un échange de prisonniers en janvier 1996, à savoir après les accords de Dayton. Pendant la période où Airić, Imamović et Palić étaient détenus et ont par la suite disparu, il faut savoir qu'il y avait d'autres victimes de l'opération d'expulsion forcée de Gépa qui étaient détenues à Rogatica, mais que la VRS déployait des efforts pour faire revenir les musulmans de Gépa qui s'étaient enfuis vers la Serbie en franchissant la Drina. De plus, ils œuvraient constamment pour détruire les édifices publics, les maisons de particuliers à Gépa, pour empêcher aux musulmans toute possibilité de retour à Gépa. Cela figure au paragraphe 470 et 473 du mémoire de clôture de l'accusation. Cela prouve quels furent les efforts déployés par la VRS pour achever et terminer le nettoyage ethnique de Gépa, même après le départ des derniers bus de la ville de Gépa à la fin du mois de juillet 1995. Cela prouve que ces efforts étaient encore en cours au moment où ces 3 dirigeants ont été détenus et ont par la suite été portés disparus. Leur meurtre s'est très certainement, sans aucun doute, déroulé alors que les membres de l'entreprise criminelle commune essayaient de terminer leur travail de nettoyage de Gépa de sa population musulmane. J'aimerais maintenant faire référence à certains éléments relevés par M. Tolémir à propos des meurtres de Gépa au paragraphe 478 de son mémoire de clôture. M. Tolémir écrit, et je cite, « Les questions fondamentales relatives à ces meurtres allégués sont les suivantes. Qui a exécuté ces meurtres et dans quelles circonstances? Et est-ce que M. Tolémir aurait pu raisonnablement les prévoir? Car Tolémir n'est pas accusé d'avoir participé à ces meurtres. » Fin de la citation. En réponse au premier point, il n'est pas nécessaire d'établir les identités particulières des meurtriers, pourvu qu'il existe des éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable pour confirmer que les dirigeants musulmans de Gépa ont été tués, ce qui est démontré par les circonstances entourant leur disparition et les résultats de l'exhumation du site de Vragolovi.
Les éléments de preuve médico-légaux pertinents sont cités au paragraphe 475 du mémoire en clôture de l'accusation. Pour ce qui est des circonstances de leur disparition, ceci figure au paragraphe 478 du mémoire en clôture. En réponse au deuxième point, à savoir que Ptolémyre n'est pas accusé d'avoir participé à ces meurtres, comme je l'ai dit au début de ma présentation, Ptolémyre est absolument accusé de toutes les formes de responsabilité relevant de l'article 7.1 de sa responsabilité pour ces crimes. Il ne s'agit pas simplement de ces crimes dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Encore une fois, je souhaite vous rappeler, Madame, Monsieur les juges, comme vous avez entendu de la bouche de Monsieur Van de Puy, que Ptolémyre avait le devoir de protéger les détenus, et ceci s'appliquait aux dirigeants de GEPA tout autant qu'aux hommes et aux garçons qui avaient été faits prisonniers après la chute de Srebrenica. Ptolémyre n'a pas seulement manqué à son obligation dans ce sens, mais ses actes par le biais de ses subordonnés, notamment Beara, Pechanac et Charkic, ont contribué directement à la mort de Hajrić, Imamović et Palić. Pour en revenir aux mémoires en clôture de Ptolémyre, il poursuit en donnant un récit de la détention de Hajrić, Imamović et Palić. Et au paragraphe 482 à 486, il décrit le traitement soi-disant correct infligé à ces prisonniers avant de conclure comme suit. Je cite: compte tenu du fait que Mehmet Hajrić et Amir Imamović avaient été hébergés dans un centre de détention adéquat, traités comme des prisonniers de guerre, immatriculés par le Comité international de la Croix-Rouge et autorisés à envoyer des lettres à leurs familles, leur prétendu meurtre ne peut pas être raisonnablement considéré comme prévisible. Les instructions de Ptolémyre qui figurent dans ce document, pièce à conviction P1434, fournissent des éléments de conformation supplémentaires, à savoir que Ptolémyre s'est intéressé au traitement correct des prisonniers de guerre de GEPA. Fin de citation. En outre, au paragraphe 495 de son mémoire en clôture, Ptolémyre note, et je cite, « Ptolémyre avait déjà quitté l'endroit en direction, était déjà parti pour les fronts de Grahovo et Glamots le 30 juillet 1995. » Fin de citation. Comme je l'ai dit en insistant dessus, en parlant des meurtres opportunistes, la question de la prévisibilité est centrale lorsqu'il s'agit d'analyser la responsabilité de Ptolémyre pour ces meurtres en vertu du mode de responsabilité numéro 3 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Parce que quand il est important de voir ce que Ptolémyre a fait, ce qui est une des conditions essentielles, de savoir si Hajrić et Imamović, comment ils ont été détenus, le fait qu'ils aient été immatriculés par la Croix-Rouge internationale et qu'ils aient pu envoyer des messages à leur famille ne signifie pas que l'éventualité de leur meurtre ne soit pas prévisible. Ptolémyre dit s'être rendu dans une autre partie du pays à la fin du mois de juillet 1995. En fait, compte tenu des éléments de preuve reçus par la Chambre de première instance, ceci indique le contraire, que Ptolémyre savait que les prisonniers semblaient avoir été bien traités, mais qu'ils étaient en réalité à risque et que son départ en direction de Grahovo-Glamoch n'entraînait pas, qu'il ne savait plus ce qu'il se passait en Bosnie orientale. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai dit dans quelle mesure le meurtre de Avlo Palić était prévisible par Ptolémyre. Pour ce qui est de Hajrić et Imamović en général, la prévisibilité de leur meurtre se trouve abordée dans le mémoire en clôture de l'accusation.
en clôture, plus particulièrement pour ce qui est des commentaires de Tolimir à propos d'Aheric et Imamovic et de leur meurtre, qui n'étaient pas prévisibles parce que c'était des victimes et à sa connaissance, ils avaient été traités correctement et immatriculés par le CICR, que cette immatriculation, mais comme une feuille de vigne qui permet à Tolimir et à la VRS de prétendre qu'ils traitaient les prisonniers conformément à leurs obligations en vertu du droit international. En réalité, comme nous l'avons entendu par le biais des éléments de preuve, par exemple, Berode Djebo et Hamdia Torlak, que les conditions dans la prison de Rogatitsa étaient scandaleuses. Non seulement ces conditions étaient scandaleuses, mais les éléments de preuve montrent clairement que la sécurité, que les agents de la sécurité, les subordonnés de Tolimir chargés de la sécurité et du renseignement, y compris le chef chargé de la sécurité du corps de l'adrénaline de la VRS, Vujadin Popovic, que ces subordonnés agissaient par le truchement d'un système qui permettait de faciliter le mauvais traitement d'un nombre de prisonniers au mépris des efforts du CICR pour les être immatriculés. Je souhaite vous demander, Madame, Messieurs les juges, de vous reporter aux instructions du 20 septembre de 1995 données par Popovic pour dissimuler les incidents au cours desquels les prisonniers détenus par la VRS ont été tués sous leur garde, pièce P2257, ce qui est également abordé dans les paragraphes 481 à 448 du mémoire en clôture de l'accusation. Très clairement, conformément à ces instructions données par Popovic, les visiteurs du CICR à la prison de Rogatitsa ont appris, puisqu'on leur a dit qu'à la fin du mois d'octobre 1995, ces 3 hommes qui avaient été immatriculés à la prison en juillet s'étaient évadés depuis la dernière visite des représentants du CICR. Et, entre guillemets, c'est 2 de ces 3 supposés ou présumés évadés étaient Aheric et Imamovic. Ce rapport de CICR se trouve à la pièce P2253. En tant qu'autre élément de preuve indique que l'immatriculation ou les rapports de ces personnes capturées n'empêchaient pas l'éventualité qu'il soit tué. Je souhaite vous rappeler, Madame, Monsieur les juges, du sort des patients de Milici. Des fichiers ont été conservés à propos de ces hommes dans le cadre des soins qui leur ont été prodigués à l'hôpital. Néanmoins, ils ont été remis à Vujadin Popovic et par la suite tués. Effectivement, la remise des patients de Milici à Popovic s'est déroulée peu de temps après que Tolimir se soit entretenu avec lui le 22 juillet, lorsqu'il a dit à Popovic, je cite, « Fais ton travail, ton boulot ». Le récit des patients de Milici ne fait que renforcer la seule conclusion raisonnable, à savoir que compte tenu des circonstances qui ont suivi l'opération de meurtre à Srebrenica, Tolimir pouvait prévoir cette possibilité, à savoir que même les musulmans qui avaient été immatriculés, que ce soit par le CICR ou par tout autre organe, pouvaient être tués. Pour ce qui est du départ de Tolimir en direction de Graovo-Glamoch à la date du 30 juillet, étant donné qu'il s'agissait du front occidental, cela n'empêchait pas Tolimir, l'assistant du commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité, d'être entièrement informé de tout ce qui se passait à l'est du pays. Juste un exemple. La transmission de Tolimir, qui est datée du 3 septembre 1995, à différents subordonnés dans les services de renseignement de la sécurité de la VRS, pièce à conviction P2250, qui traite plus particulièrement des questions liées aux prisonniers, notamment la situation concernant les prisonniers en Bosnie orientale. Je souhaite terminer ma présentation en vous rappelant, Madame, Messieurs les juges, de ce que nous savons du sort qui a été réservé pour finir à Aheric, Imamovic et Palic. Pour ce qui est de Aheric et Imamovic, ils ont été détenus dans une cellule de prison qui était connue des autres détenus à Rogatitsa comme étant la cellule tristement célèbre. Ils appelaient cela la pièce tristement célèbre, et je cite, car dans 90% des cas, les personnes qui se trouvaient là étaient torturées. On entendait des cris, on entendait des hurlements, des appels à l'aide. Fin de citation. Les
des survivants de cette pièce tristement célèbre ont confirmé que Djebo Imamovic et un autre homme, Hodžić, dont les restes humains ont également été retrouvés dans les fosses de Vragolevi, s'étaient trouvés dans cette pièce. À un moment donné, au mois d'août 1995, Hajrić et Imamovic ont été emmenés la nuit. Nous savons également que Palić avait été détenu à cet endroit-là secrètement. Et pour finir, il a également été emmené pendant la nuit, mois de septembre 1995, par un homme qui était Dragoman Pečanac, qui travaillait pour Tolimir et qui vous avez entendu, Madame, Messieurs les juges, ici dans ce prétoire. Nous n'avons pas d'éléments de preuve sur le traitement de Palić au cours de sa détention, mais nous disposons d'éléments de preuve qui émanent de sa tombe, ainsi que des tombes d'Hajrić Imamovic. On a tiré sur ces trois hommes. Les rapports d'autopsie sur Avdo Palić. Le rapport dit entre autres ce qui suit. La mort était une mort violente qui a été provoquée directement par une blessure à la tête. Les fractures des os de la tempe d'un côté et de la mâchoire supérieure, des côtes 5, 6 et 7 du côté droit et 2, 3, 4, 5, 6, 9 du côté gauche ont été provoqués par des projectiles tirés à partir d'armes à feu, pièce P186. Madame, Monsieur les juges, ces trois malheureux hommes n'ont pas eu une mort facile et ces hommes qui ont tué de façon opportuniste se sont livrés à des meurtres opportunistes après la chute de Srebrenica. On doit leur rendre justice comme il doit rendre justice à des milliers d'autres victimes de ces crimes reprochés en l'espèce. J'en ai terminé avec ma présentation et c'est Monsieur Hassan qui va poursuivre avec sa présentation. Le président, je vous remercie, Monsieur Eldekin. Oui. Madame Hassan, correction d'interprète. Welcome to the courtroom. Le président, soyez la bienvenue dans ce prétoire, mademoiselle. Je vous prierai de ne pas oublier que M. McCloskey souhaitait avoir quelques minutes à sa disposition à la fin de cette audience. Vous avez la parole. Madame Hassan, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le juge, Madame le juge, bonjour à toutes et à tous. Il est difficile de parler de l'impact de ce qui s'est produit dans les enclaves de Srebrenica et de Žepa en 1995. Il est difficile de parler de l'incidence qu'ont eu les événements qui ont déshonoré l'humanité. Je vais néanmoins essayer d'en parler. L'expulsion des populations de Srebrenica et de Žepa, ainsi que le fait de séparer et de tuer des milliers d'hommes et de garçons de Srebrenica, a détruit à tout jamais les musulmans de Bosnie de l'Est. Ce qui en reste, ce sont des restes carbonisés des populations de Srebrenica et de Žepa, des populations qui encore aujourd'hui ont du mal à se maintenir. Il s'agit d'une société qui est au désespoir après les événements qu'on leur a fait subir en juillet 1995, dans le cadre d'une entreprise criminelle meurtrière. C'est une société qui est enlisée dans le passé, mais qui est en même temps épouvantée et qui a du mal à s'y confronter. Une société qui a perdu sa direction et son identité. L'incidence sur les victimes, en particulier sur les femmes et les enfants, se trouve dans le fait que ces victimes ne savent pas ce qui est advenu de leurs proches. Elles ne savent pas ce que leurs capteurs leur réservaient.
Et leur incertitude est devenue la peur quand on les a forcés à abandonner leurs pièces d'identité, leurs effets personnels, que ce soit à Potocari, à Sandichi ou à d'autres sites de détention. Leurs capteurs ont choisi de les placer en détention dans des conditions les plus déshumanisantes. Ils les ont privés de leurs droits en tant qu'êtres humains. Ils ont décidé de transformer en fait leur peur en pure terreur. Des hommes ont vécu des moments épouvantables pendant qu'on les emmenait à bord d'autocars et de camions. Parfois, ils avaient les yeux bandés et les mains attachées lorsqu'on les emmenait à ces sites d'exécution qui avaient été sélectionnés auparavant. Plus de 7000 hommes et garçons ont été soumis à cette horreur et à ces souffrances avant d'être tués sans merci, dans des conditions impitoyables. Quelques-uns d'entre eux ont survécu ces massacres épouvantables et ils ont eu le courage de venir devant vous pour vous parler de leur sort épouvantable. Dans PW21, un garçon qui a survécu malgré contre tout. Il a survécu à l'exécution en masse d'Orahovac. Il a parlé de ces meurtres insondables, des centaines d'hommes qui faisaient partie du même groupe que lui, y compris son propre père. Et d'autres survivants vous ont dit comment ils ont failli être tués eux-mêmes. Ils ont échappé de peu. Par exemple, PW18 qui a été roué 2 coups très gravement. On lui a tiré dessus. Il a été témoin d'exécution de ses proches et il a trouvé la force néanmoins de se faire porter pour mort sur une colline de Nezouk pendant que le sang giclait de sa bouche. Et c'est dans cet état-là qu'il a évité la mort. Et rappelez-vous PW15 qui s'est caché sous une pile de morts exécutés sous ses yeux à Petkovci. Ces hommes ont été victimes de blessures physiques et de terribles angoisses et peurs mentales. Et ceux qui ont été tués, ceux qui ont pu échapper à la mort ont été confrontés à l'horreur entre les mains des membres de l'entreprise criminelle commune. Ils ont été arrachés à leur foyer, leur terre, leur milieu, tout ce qui leur était connu et proche. Ces femmes musulmanes de Bosnie de l'Est ont dû aussi supporter terribles chagrins pendant qu'on les arrachait à leurs proches de Potocari avant de les expulser vers Kladagne. Et ces séparations ont causé une telle anxiété et stress parmi ces femmes qu'elles sont encore traumatisées 16 ans plus tard. Vous avez entendu le récit d'un certain nombre de veuves de Srebrenica et de proches des victimes. Je voudrais que leur voix soit entendue dans ce prétoire. L'impact de ces séparations a été décrit par Razia Pachagic, qui a dit, je la cite, « L'expérience d'être séparée de mon mari, de mon frère et de mes amis a été très difficile. Certes, je vis, mais en fait, ma vie n'est plus. Ou plutôt, on pourrait dire que ma vie se poursuit, mais que c'est moi qui n'existe plus. » Le meurtre de ces hommes a constitué un pas monumental vers la destruction des femmes et des enfants. Pendant des années, les femmes musulmanes de l'Est de Bosnie ont vécu dans l'incertitude et l'agitation, se demandant ce qui était advenu de leurs proches, tourmentées par la pensée des circonstances dans lesquelles ont péri leurs proches, où ils sont morts, est-ce qu'ils ont été torturés, avaient-ils faim.
Vous avez entendu des éléments de preuve d'une très grande puissance sur le syndrome de Srebrenica et le traumatisme psychologique subi par ces femmes. Tefika Ibrahim Efendic de l'organisation VGN a décrit les symptômes que présentent ces femmes dans des cauchemars terribles, la peur, la nervosité, l'agressivité. Leur envie de vivre a été étouffée. Ces femmes souffrent de culpabilité caractérisée et nombre d'entre eux auraient préféré avoir été mortes. Anifa Afizovic, vous avez sa déclaration, pièce P01522, qui a déclaré « On ne peut pas s'opposer à Dieu, mais si Dieu montrait la grâce aujourd'hui, si je pouvais mourir aujourd'hui, j'en serais heureuse. » Et d'autres développent des comportements autodestructeurs, en plus de leur souffrance mentale, souffrent physiquement. Grâce au couplage par l'ADN des femmes et des enfants de Srebrenica et de Jepa, ont commencé à connaître le sort des hommes, leurs proches, et ce, après des années d'incertitude. Elles ne peuvent pas s'arracher à leur misère à partir du moment où elles ont reçu une confirmation de la mort de leurs proches, à savoir dans beaucoup de cas des parties de corps de leurs proches ont été trouvées dispersées dans des fosses et à des endroits qui leur sont inconnus. Leur détresse a été rendue plus grande en tant que résultat de cette opération de réensevelissement, opération criminels qui privent ces femmes d'un enterrement décent conforme à leurs coutumes religieuses et ethniques. Madame, Messieurs les juges, il est difficile de parler de perspectives de rétablissement à long terme pour ces femmes, même pour celles qui bénéficient de soins. Leur état est encore extrêmement grave et à l'heure actuelle, l'état de nombreuses de ces femmes s'est en fait aggravé. Le syndrome de Srebrenica hante encore de nombreuses femmes et de nombreuses familles, car il y a encore de nombreux hommes qui sont toujours portés disparus et ils n'ont pas tous été identifiés. Il y a de nombreuses femmes et familles qui continuent à vivre sans savoir ce qui s'est passé. Certaines ne connaîtront jamais la vérité, ne pourront jamais véritablement commencer à faire leur deuil. Rappelez-vous de Mirsada Malagic. Son beau-père, Omer Malagic, n'a été enterré ou inhumé qu'il y a 3 ans. 15 ans plus tard, elle a reçu une confirmation que son mari et son fils cadet avaient été tués et avaient été inhumés en 2010. Nous savons que les restes mortels de son fils Admir Malagic ont été trouvés dans la fosse commune secondaire de la route de Tchanchari numéro 6, qui est essentiellement associée aux exécutions de la ferme de Branievo et de Pilica. Les restes de son mari Salko ont été trouvés dans la fosse de Tchanchari 10, également associés aux exécutions de la ferme de Branievo. Les restes de son beau-père ont été retrouvés dans la fosse secondaire de Tchanchari numéro 3, associé aux exécutions de Kozluk. Son fils aîné, Elvir Malagic, qui avait 19 ans en juillet 1995, est toujours porté disparu. Il aurait eu 36 ans aujourd'hui. Le temps s'est arrêté pour Mirsada Malagic. Elle attend, comme de nombreuses autres femmes, et souffre du syndrome de Srebrenica, car elle ne sait toujours pas quel fut le sort de son fils. Elles sont nombreuses à espérer contre tout espoir, comme Samila Salcinovic, qui ne veut pas se remarier, parce qu'elle continue à espérer que son mari reviendra. Vous trouverez sa déposition dans la pièce P 1524 à la page 5. L'histoire de Mirsada Malagic, de Samila Salicinovic et d'autres femmes et veuves de Srebrenica présentées par l'accusation ne sont qu'un tout petit exemple des milliers de tragédies vécues par les autres familles des enclaves de Bosnie orientale qui ont été dépossédées de tout et qui ont perdu leurs proches. Nous avons entendu des éléments de preuve indiquant que la cohésion des unités familiales n'existe plus. Nous avons entendu comment
Ces personnes qui, avant, avaient une vie sociale sont complètement isolées, s'isolent et sont en proie à la peur et à la méfiance. Nous avons entendu et appris comment ces survivantes ne sont pas consolées parce qu'elles ne sont pas seules. Comme l'a indiqué Noura Efendic, une veuve de Srebrenica qui a perdu son mari et ses 2 fils. Elle a indiqué qu'elle savait pertinemment qu'elle n'était pas la seule dans cette situation. Mais le fait de savoir que nous sommes des milliers ne m'offre absolument aucun réconfort et n'est pas une source de consolation. Le général Tolimir était un des membres essentiels, fondamental, un gradé supérieur de la VRS qui vivait et travaillait dans cette région et savait à quel point les hommes sont importants dans cette société traditionnelle et patriarcale qui était la société des musulmans de Bosnie orientale. En tuant 2 ou 3 générations d'hommes de Srebrenica, les forces serves de Bosnie ainsi que Tolimir savaient quelles allaient être les conséquences catastrophiques de ces meurtres. Et telle était bien leur intention. Ils savaient quelles étaient les conséquences, ou quelles seraient les conséquences pour tout le groupe. En éliminant les piliers de cette société, les hommes et les dirigeants, ils garantissaient ainsi l'effondrement des survivants de la communauté et s'assuraient qu'ils ne reviendraient jamais. À la suite de cela, certains noms patronymiques vont disparaître et ont déjà disparu. Le nom de famille de Hanifa Hafizovic, par exemple, autre témoin dont vous avez entendu les éléments de preuve, va disparaître, car 18 hommes de sa famille ont été portés disparus après la chute de Srebrenica. Aucun homme ne reste pour transmettre ce nom. La détresse, le chagrin et le traumatisme de ces femmes à la suite du meurtre de ces hommes sont aggravés par leur statut de réfugiés, car bon nombre de ces familles avaient des existences plutôt prospères avant la guerre, sous la protection de leur mari et de leur père. Le témoin, Raima Malkic, a expliqué comment elle avait une vie plutôt agréable. Elle vivait avec ses enfants et son mari, travaillaient la terre. Ils avaient des ovins, des vaches, un cheval ainsi que des poules. Ils étaient propriétaires d'une maison et étaient en train d'en construire une deuxième. Et après avoir été déracinés, chassés de leur foyer en juillet 95, et après avoir perdu les hommes de leur famille, leur vie a changé. Et maintenant, elles essaient péniblement de joindre les 2 bouts. La grande majorité de ces femmes n'a pas réussi à reprendre le dessus, à vivre à nouveau, à trouver des emplois pour faire vivre leur famille et ont été contraintes à vivre dans des logements de fortune, et ce depuis de nombreuses années. Samila Salcinovic, qui venait juste de se marier, au moment de la chute de Srebrenica, a perdu 9 hommes dans sa famille. Et a également perdu son mari. Elle s'est retrouvée réfugiée. Elle n'a pas été à même de trouver un travail. Elle cultive des légumes sur un tout petit lopin de terre, n'a pas d'eau courante dans sa maison. Sa seule source d'eau est un puits, mais un puits qui s'assèche pendant l'été. Les femmes musulmanes de Bosnie en Bosnie orientale ont énormément souffert des difficultés auxquelles elles étaient confrontées par le fait qu'elles ont dû assumer les responsabilités qui étaient autrefois celles des hommes dans leur foyer. Ces femmes avaient l'habitude de se reposer davantage sur les hommes qui étaient plus instruits et qui s'occupaient des affaires familiales officielles. Les membres de l'entreprise criminelle savaient pertinemment qu'en tuant les hommes, ils allaient ébranler très profondément les fondements de ce groupe dans sa totalité. La destruction physique des maisons et des lieux de culte à Srebrenica et à Jepa, décrit par l'accusation dans son mémoire en clôture au paragraphe 470 à 473 pour ce qui est de Jepa,
Et le paragraphe 17 pour ce qui est de Srebrenica, ainsi que le meurtre des hommes et la souffrance physique et mentale qui découlait du meurtre de ces hommes et de leur expulsion, a empêché à ces personnes qui ont survécu de rentrer chez elles. Vous vous souviendrez peut-être de la réponse de Mirsada Malakic quand on lui a demandé pourquoi elle ne souhaitait pas rentrer chez elle, et elle a dit, et je cite, « C'est impossible d'y vivre ». Elle a expliqué, et je cite, « Quiconque qui survit à Srebrenica, qui a survécu à la guerre, qui a traversé tout ce que j'ai traversé, croyez-moi, ne peut pas vivre à cet endroit-là. » Rahima Malkic, dont vous n'avez pas entendu la déposition, mais dont la déclaration a été versée au dossier, a demandé « Comment puis-je retourner là-bas quand la moitié de ma famille ne s'y trouve pas ?» Son mari ainsi que 2 de ses fils ont été portés disparus après la chute de Srebrenica, et donc elle demande « Comment puis-je reconstruire ma maison? Je n'ai pas d'homme pour m'aider en cela. » Les femmes estiment qu'elles ne peuvent pas rentrer chez elles seules, et dans la plupart des cas, elles n'ont plus de maison où revenir. Rien n'est resté à Jepa non plus. Leurs maisons ont été brûlées jusqu'au sol. Il n'y a plus d'usine ni d'emploi auxquels elles pourraient retourner. De nombreux habitants de Jepa se sont installés dans d'autres régions du monde, étant donné que les conditions à Jepa, comme l'a dit Esma Palic dans sa déposition, n'étaient pas vivables. La jeunesse musulmane de Bosnie ne souhaite pas y retourner, non plus retourner en Bosnie orientale. Elle souhaite quitter la Bosnie une fois pour toutes. N'oublions pas ces jeunes musulmans de Bosnie en Bosnie orientale. Ceux qui ont survécu ont dû affronter des obstacles très importants, ont eu des problèmes d'adaptation, comme des niveaux faibles de concentration, des cauchemars, des retours en arrière, des peurs, ainsi que des problèmes comportementaux. Ceux qui ont perdu leur père, leurs oncles, leurs grands-pères, manquent de modèle masculin, ce qui a eu une incidence sur leur passage à l'âge adulte, leur famille et leur sentiment d'identité. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de cette opération meurtrière sera très importante pour elles dans les années à venir, pour eux et pour elles dans les années à venir. L'effet du nettoyage ethnique sur la population de Srebrenica et de Jepa, ainsi que la séparation et les meurtres à froid de ces hommes, ont provoqué des souffrances incalculables et de la douleur incalculable à des milliers de personnes qui ont survécu et qui ont été condamnés pour le reste de leurs jours en raison de leur souffrance physique et mentale. Cet effet sur ce groupe a été catastrophique et ce résultat avait été prévu. Il avait été prévu qu'il n'y ait plus d'espoir pour les survivants ou plus d'espoir de vie pour les habitants de Srebrenica et de Jepa. J'ai essayé, Madame les juges, de vous relater ou de vous faire part de cet effet étouffant que ceci a eu sur les individus et sur les musulmans de Bosnie en Bosnie orientale. Il est peut-être préférable d'en terminer avec les propos d'Amer Malagic, un parent d'une des victimes de Srebrenica, qui a dit « Essayez d'imaginer ce que ceci a fait à notre famille, et c'est encore pire. » Ceci, Madame, Monsieur les juges, est l'effet que la mort a produit sur nous et la mort de ces 7000 hommes musulmans de Bosnie en Bosnie orientale, l'expulsion d'une population qui était restée sur place. Il s'agit d'une douleur indescriptible de milliers de familles. Il s'agit de, Madame, Messieurs les juges, de cet effet durable et profond qu'ont eu ces décisions coupables et des actions menées par les dirigeants de l'ARS et de la VRS et du général Tolimir. Je vous remercie. Thank you very much, Ms. Hassan. Monsieur le juge, le président de la Chambre, je vous remercie beaucoup, Madame Hassan. Monsieur Maklovski, vous avez la parole à nouveau. Pour 10 minutes très exactement, comme vous l'avez demandé.
Mr. President. Monsieur le Président, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. J'avais quelque chose sur papier, quelque chose que j'avais l'intention de dire, que d'une manière ou d'une autre, après que mes amis et confrères et consoeurs aient présenté leurs arguments, je pensais que était valable. Je souhaite vous rappeler quelque chose. Si vous vous penchez sur l'intention de M. Talimir, est-ce que ces crimes épouvantables ont été les siens ou était-ce simplement quelqu'un qui a apporté son aide en cours de route? Nous savons que le général Tolimir est un homme très intelligent, très impressionnant, un des 3 premiers hommes parmi les 4 au sein de cet état-major général et de ce nettoyage ethnique. C'est un exemple. Il sert d'exemple comme soldat à la tête de la VRS. Et ces actes sont des actes qui seront analysés et jugés par l'histoire. C'est un homme qui agit de son plein gré. C'est un homme qui a choisi délibérément d'emprunter la voie qu'il a empruntée. Et lorsque on lui a demandé de mener cette opération meurtrière, c'est Mladic qui le lui a demandé, et il avait différentes options possibles. Il a délibérément, intentionnellement et volontairement décidé d'être loyal envers Mladic, d'être loyal envers cette cause, à l'encontre de son obligation en tant que soldat, en tant qu'homme, de se retirer de son devoir envers Dieu, de dire non, de son devoir en termes de la loi d'empêcher et d'arrêter ceci et de protéger ces hommes. Il n'a jamais dit un seul mot à propos du CICR à la presse et à quiconque pour dire qu'il souhaitait empêcher ceci. Il l'a adopté, et ce pour les besoins de la VRS et pour les besoins de Mladic. Nous n'avons jamais entendu une seule parole de sa bouche critiquer ses dirigeants et son commandant envers lequel il est resté loyal. En choisissant Mladic contre la loi, a perdu ce qu'il avait d'humain. Il a fait quelque chose par lui-même de son plein gré. Ça n'est pas quelqu'un qui a simplement apporté son aide et qui a aidé et encouragé ces opérations. Il est l'incarnation même de cette destruction, de cette expulsion, de ce génocide tout à fait unique qui a été commis à Srebrenica. Et c'est quelque chose qu'il porte en lui pour le restant de ses jours. Il n'y a qu'une seule phrase que je pourrais dire pour qualifier ce crime, à savoir l'emprisonnement à vie. Merci beaucoup. Le président, je vous remercie beaucoup, Monsieur Voklaski. Je suppose que ceci met un terme aux arguments oraux de l'accusation. Nous sommes parvenus à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Demain, Monsieur Tolimir va nous présenter ses arguments, son point de vue. Lors de ces arguments oraux, il n'y a aucune question à aborder aujourd'hui. Nous allons donc lever l'audience et reprendre demain après-midi dans ce même prétoire numéro 3. Nous levons l'audience.